Set Apple Pay on Does Notes. Set Apple accessories and register. Bien, oui, vous avez la parole, Tanimoun. Tanimoun. Oui, vous avez la parole. Tanimoun Maman Nassirou. Vous me recevez là? Excusez-moi. Oui, oui. Ah, ok. J'aimerais juste évoquer peut-être brièvement le concept de valeur ajoutée aussi qu'on a vu. Et D'accord. la dernière fois, vous avez mis aussi un accent particulier sur la différence entre les produits moins transformés, donc à faible valeur ajoutée, dans les chaînes de valeur africaines, et versus certains produits à forte valeur ajoutée qu'on retrouve dans les pays développés ou plutôt industrialisés. Je prends par exemple le cas de la banane ou plutôt du cacao. Le cacao, en étant brut, a une faible valeur ajoutée, tandis que lorsqu'il est transformé en chocolat, en poudre de chocolat, par des industriels ayant une chaîne de valeur bien intégrée et développée, là, on obtient un produit à forte valeur ajoutée. Peut-être que je vais m'arrêter là, M. Siméon, que d'autres de mes collègues aussi puissent compléter. D'accord. Merci, c'est intéressant, en tout cas, le concept de valeur ajoutée qu'on avait eu à discuter la semaine passée. Et puis, tes exemples sont très frappants. Je n'avais pas voulu juste les donner, parce que parfois même, ils ont une connotation politique, on dirait même. Donc, mais c'est vraiment des exemples qui illustrent bien. Oui, Mohamed Beradia. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Oui, monsieur. Alors, on a vu aussi les deux exemples sur la transformation du blé au pain et les différentes méthodes de valorisation qu'il a subi, et puis le riz du Sénégal. Exactement. Oui. C'est une très bonne. J'avais fait des illustrations avec ces exemples pour expliquer d'une part la valeur ajoutée, de l'autre côté les chaînes de valeur qui sont intéressantes. Au fait, il y a quelqu'un qui avait posé une question à la fin que j'avais beaucoup aimé. La personne m'avait demandé si elle pouvait faire juste une partie dans la chaîne de valeur. Exactement, la chaîne de valeur, c'est qu'une entreprise joue seulement une partie. C'est ça même le concept. Il ne faut pas penser que vous faisiez tout. Au fait, vous ne pouvez pas vous-même cultiver, et je ne sais pas, la pomme de terre, transformer ça en chips. Non, quand vous cultivez, il y a quelqu'un qui peut-être qui va cultiver. Peut-être même que votre rôle, c'est juste prendre la pomme de terre et l'amener dans la ville ou l'amener, l'épulcher. Ça peut juste être votre rôle et quelqu'un va transformer ça en cerveau. Donc, chacun joue un rôle dans la chaîne de valeur. En vrai, si vous compreniez, en fait, ces différents concepts, je pense que ça devrait même vous permettre de comprendre ou de faciliter l'entrepreneuriat, chose que j'encourage. Donc, nous allons continuer aujourd'hui dans ce sens. Mais cette fois, nous aborderons la question de la technologie de transformation. C'est vrai qu'il y a la qualité alimentaire, mais la qualité alimentaire, on l'abordera la semaine prochaine. Donc, je voulais aussi revenir sur quelqu'un, je ne sais pas si la personne est là, je ne me souviens même plus de son nom. Je vais vérifier. Qui avait demandé s'il y avait un certain Zéhin, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, qui avait demandé s'il y avait des logiciels pour calculer la valeur ajoutée. Je lui avais dit que, à ma connaissance, non, parce que après, ce sont des choses de comptable. Et je m'intéresse beaucoup plus sur les chaînes de valeur, leur enchaînement. Mais effectivement, quand je fouillais, j'ai trouvé des logiciels qui permettent de calculer, ou fait, de déterminer les chaînes de valeur, au moyennant, pas les chaînes de valeur, les valeurs ajoutées, moyennant justement l'apport des informations sur l'entreprise. En fait. Pour une entreprise donnée, on peut déterminer la valeur ajoutée que cette entreprise crée, en fait. Et je pense que je vais expliquer un peu le concept. Donc, vous comprenez qu'ici, on renseigne les différentes informations. On pourrait facilement le calculer. Donc, il y a le logiciel déjà pour ça. Et puis, ça se fait sur Excel facilement aussi. Donc,
Je ne sais pas si la personne est là, parce que j'essaie de voir. Je vais enregistrer sa question quelque part. D'accord. Je l'avais dit que je vais le demander après, peut-être que ça peut être ça. Donc, aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens. Et vous, est-ce que vous avez, quelqu'un voudrait nous partager peut-être les idées qu'il a eues après avoir eu le cours de la fois passée? Peut-être que ce sera une base sur laquelle on partira aujourd'hui en abordant la question de la technologie alimentaire. Il y a quelqu'un de courageux? Est-ce que vous pouvez Je voulais savoir s'il y a répéter quelqu'un votre question? Quelqu'un a eu une idée de business ou une idée de, voilà, à entreprendre après avoir eu le cours de la fois passée. Je ne sais pas, une idée d'entreprendre ou une idée de quelque chose à réaliser ou il a compris quelque chose dans ce sens. Même si la personne ne veut pas nous donner son idée originale. Bon, vu que je vois que le temps file, je vais quand même essayer d'aller très vite. Et peut-être que après, vous comprendrez de quoi je veux parler. Parce que là, par exemple, j'ai expliqué la semaine passée le concept de valeur ajoutée. Et vous avez compris que c'est un ensemble d'activités menées par plusieurs entreprises, au fait, partant des entreprises agricoles, de transport, de stockage, carrément aux industries de transformation et même de distribution, qui visent finalement à produire un produit et à lui livrer au fait au client, même au fait, et le fait de suivre le produit par la suite. Et sa consommation, comment les déchets vont être traités. Donc, tous ces éléments font partie de la chaîne de valeur, au fait. Donc, c'est un ensemble d'entreprises. Évidemment, aujourd'hui, je voulais qu'on... OK, je vais continuer, je vais écouter Amadou. Monsieur, concernant une idée de business, dit que Oui. J'en ai déjà une ici, mais qui existe déjà. D'accord, tu peux nous C'est partager. l'exportation de la mangue. Parce que chez nous, au Mali, ici, on a beaucoup Oui. de mangue. D'accord. Voilà. Et vu que la mangue, il fait partie des fruits climatériques. Très intéressant. Voilà, donc si on arrive vraiment à les emballer de la pour qu'ils arrivent au Maroc, par exemple, dans les bonnes conditions, je pense qu'on peut avoir des valeurs très ajoutées. Parce qu'au Maroc, j'ai déjà acheté une mangue à 40 dirhams. Et pourtant, ici, on l'achète parfois à 100 francs, qui ne vaut même pas 2 dirhams. Exactement, la mangue du Mali ici au Maroc est très chère. Bon, je suis aussi au Maroc ici, donc j'ai une fois été confronté à ces problèmes quand je voulais manger une mangue. Voilà, c'est une idée de business. Effectivement, c'est un sujet que tu peux étudier du point de vue du concept des chaînes de valeur. Si tu arrives à comprendre quel est le trajet que le mangue suit maintenant pour venir ici et que tu arrives à trouver un moyen de faire mieux que leur chaîne de valeur actuelle, tu peux réduire le prix ici au Maroc. Bon, vérifions aussi que ce n'est pas aussi les taxes, mais les manques arrivent ici aussi par avion, donc ça influence. Et puis, pour qu'un produit arrive ici, peut-être que vous comprendrez ça dans le cours de la semaine prochaine. Et certains cas sont quand même, ça dépasse toujours. Il y a l'aspect politique. Ça fait partie des chaînes de valeur. Je vais expliquer que les lois qui régissent un endroit ou un environnement, au fait, définissent aussi les conditions dans lesquelles cette chaîne de valeur arrive. Donc, quand il s'agit de l'exportation des aliments ici au Maroc, la réglementation n'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, on va continuer. Et c'est une très bonne idée. Effectivement, justement, et par rapport à la mangue, la dégradation, par exemple, des mangues, le fait qu'elles sont saisonnières et les grandes pertes enregistrées est parfois dû au manque de stockage. Donc, cette question de manque de stockage ou de traitement post-récolte peut faire interroger, au fait,
la technologie des transformations et matière de qualité aussi alimentaire. Donc, nous allons essayer de voir aujourd'hui quelles sont les différentes technologies qui peuvent être abordées. Et moi, je pense que vous connaissez vraiment les choses. Du coup, dans le cours, je vais vous demander parfois de me donner votre avis de comment vous ferez. Et après, je vous présenterai évidemment peut-être un processus de transformation en particulier. Et ensemble, on discutera autour. Et j'aimerais aussi que vous posiez les questions au fur et à mesure sur les différents points qu'on abordera. Parce que la question de technologie est un peu compliquée. Quand j'ai vu, parce que ça englobe, la technologie englobe en fait l'aspect scientifique de la chose d'abord, qui est la base, la fondation de la technologie. C'est d'abord l'application des connaissances scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou pas. Donc, il faut une connaissance scientifique qui est appliquée. Évidemment, même si ce n'est pas vous qui avez découvert la chose du point de vue scientifique, vous pouvez appliquer les connaissances scientifiques qui existent déjà. Et après, parfois, ça se répercute sur la création et l'invention des machines qui permettent de faciliter l'usage. Et il y a aussi tout ce qui peut même être la programmation des algorithmes qui sont utilisés. Tout ceci fait partie en fait, d'une technologie. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça comme ça, en espérant que c'est assez clair. Donc, aujourd'hui, nous allons donc aborder quelques concepts en matière de technologie alimentaire. Et est-ce que vous arrivez à suivre les diapos qui passent? Parfait. Et j'ai voulu commencer d'abord par ce qu'on pourrait appeler les traitements thermiques, qui est vraiment quelque chose de très simple, j'ai envie de dire. C'est pas compliqué, mais je voulais d'abord, avant tout, d'avancer, par exemple, d'aborder toujours le principe scientifique qui se cache derrière chaque chose, comme je vous ai dit. En matière de traitement thermique, on peut donner plusieurs explications et parfois, les traitements thermiques peuvent faire partie j'ai envie de dire, de processus de fabrication en apportant en fait des goûts différents à l'aliment. Donc, ça influence carrément la formulation, les températures de traitement. Bon, surtout dans certains cas de cuisson. Voilà. Mais justement, cette personne qui mentionne la conservation, c'est un peu l'objectif que je vais aborder ici. Mais je voulais quand même signaler l'autre côté aussi qu'on utilise au niveau des traitements thermiques. Par exemple, parfois quand vous cuisinez ou quand vous allez avoir peut-être un peu de cours. Quand vous cuisinez, la phase dorée que vous produisez et même les odeurs parfois de cuisson que vous entendez, ce sont des réactions supplémentaires qui se produisent qui permettent d'améliorer le goût. C'est une technologie, même si vous n'en êtes pas conscient. Donc, ça a un nom même au fait, des réactions qui se passent et que vous avez l'odeur d'eau et la couleur dorée qui sort parfois quand vous faites des grillades et l'odeur qui sort, ça s'appelle les réactions de Maillers. Ça donne un très bon goût au fait à votre aliment. Bon, et si je voulais être compliqué, je vais vous expliquer quel peut être l'avantage et les inconvénients. On ne va pas aller là-bas. Donc, et ici, je parle des traitements thermiques dans le sens de conservation, comme et ça a été mentionné dans le chat. La conservation, par rapport en général, pour bien protéger un aliment, il y a plusieurs contaminants extérieurs et parfois même qui font partie de notre aliment dès je vais dire sa récolte. L'exemple frappant, en fait, c'est le lait. De façon naturelle, quand vous partez et que après la traite de lait au niveau d'un animal ou au niveau de la vache, il y a directement déjà des micro-organismes. Si vous analysez sur place, vous allez trouver qu'il contient beaucoup de micro-organismes. C'est normal, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Et ils ne sont pas nocifs forcément pour vous. Maintenant, si on les laisse, ils vont se multiplier, ces micro-organismes. J'espère que j'ai des biologistes, mais je sais aussi que peut-être qu'on n'est pas tous des biologistes. Donc, je vais essayer de parler un peu terre à terre et je demanderai aux biologistes de me pardonner s'ils trouvent que je suis en train de simplifier leur concept compliqué pour eux. Donc, et
Voilà, je disais qu'il y a des micro-organismes qui vont normalement essayer de se multiplier et cette multiplication de ces micro-organismes, bon, dans le langage commun, les gens appellent microbes. Donc, et cette multiplication peut altérer des situations. Il y a directement d'abord l'altération de la qualité au fait de l'aliment. Donc, s'ils se multiplient, ils vont directement gâcher le goût de notre nourriture, ils vont gâcher sa structure. Par exemple, si vous voyez parfois une mangue pourrie, c'est très simple, c'est un champignon qui a dégradé en général l'écorce qui entoure la mangue et directement, il est entré à l'intérieur, il a dégradé, la mangue a une mauvaise odeur. Et le problème aussi est que, ça c'est la première remarque, c'est que ça gâtait la texture, ça gâtait le goût. Mais l'autre côté, c'est que ces micro-organismes peuvent être pathogènes, donc ceux qui peuvent causer en fait des maladies si on les consomme. En bref, si j'essaie d'expliquer, voilà, de façon simple, le concept derrière les traitements thermiques. Donc, du coup, le traitement thermique aura pour objectif de réduire au fait la charge microbienne. Ici, par exemple, j'ai essayé de schématiser un traitement thermique. On suppose qu'à l'instant zéro, avant que moi je commence à chauffer ma nourriture, la charge était aux alentours de 10 puissance 9 particules. Vous savez, c'est vraiment fréquent et puis ce n'est pas une concentration exagérée. Ça peut être même cette concentration-là par 100 millilitres de lait ou par millilitre. Donc, quand on désolé, s'il vous plaît. Il y a un problème avec le diapo. Moi, je n'arrive pas à voir ici. OK. Est-ce que les autres ont un problème de diapo? Moi, personnellement, non. Je vois très clair le diapo. Et puis, vous remarquez ma souris bouger au-dessus? Oui, je suis en train de voir ta souris. Très bien. Je pense que cette personne doit vérifier si ça va chez elle. Je n'ai pas bougé. Je suis toujours sur le 2. J'ai pas longtemps à m'expliquer, mais ce n'était pas écrit. C'est maintenant même que j'ai commencé à vouloir expliquer la figure. D'accord. Bon, on va avancer. J'expliquais que ici, j'ai un exemple, au fait, dans la figure qui est là, où vous avez plusieurs lignes. J'essaie de schématiser, au fait, l'impact que peut avoir un traitement thermique. Bon, en prenant l'exemple, voilà, la personne peut essayer de se déconnecter, se reconnecter. Merci. Donc, si on traite, par exemple, à 60 degrés Celsius, on voit la charge diminuer, mais vraiment légèrement, quoi, au bout de 3 minutes, légèrement. Et quand on traite à 72 degrés Celsius, c'est quel traitement thermique normalement. Bon, je ne vais pas entrer dans l'histoire. On va trouver ici une diminution aussi plus importante par rapport au traitement à 60 degrés. En fonction du temps aussi, la charge diminue. Donc, le traitement à la température, en fait, permet de désactiver, en fait, ces micro-organismes. Donc, si on les désactive, on préserve notre aliment contre une altération et on protège le consommateur aussi contre une contamination potentielle de pathogènes qui pourraient être dans notre aliment de base. Même s'il y a des bactéries pathogènes au départ, si elles ne se multiplient pas et il n'y a pas une croissance, il n'y aura pas de problème. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a toujours un C au fait de charge par rapport à cette... Et c'est un peu, j'ai envie de dire, les seuils d'infection, en fait. Si ça n'atteint pas cette charge-là, il n'y aura pas de souci. Donc, en bref, c'est un peu le principe théorique du point de vue scientifique derrière, par exemple, cette technologie qui a été découverte par Louis Pasteur, qui porte son nom, la pasteurisation. En bref, si vous partez dans vos boutiques, vous trouverez toujours beaucoup de lait pasteurisé, la plupart des produits, et qui sont conservés toujours à froid, parce que cette pasteurisation ne concerne que les micro-organismes qu'on va appeler végétatifs. Comment expliquer ça de façon simple? De façon simple, on va dire qu'il y a des micro-organismes qui sont déjà... Pardonnez-moi, je l'ai dit, qui sont déjà adultes, mais ça passe pas. Donc, il y a des micro-organismes qui sont déjà là et il y a les formes de résistance des micro-organismes. Ça veut dire que quand les conditions sont défavorables, les micro-organismes peuvent libérer des spores ou
se sporiser. Si ce sont des parasites, ils vont former des ocytes, ils vont se développer des capsules très résistantes. Donc, peu importe ces genres de traitements de 70 degrés, même à 90 degrés, peuvent ne pas éliminer les formes de résistance des micro-organismes. Donc, du coup, quand après la température devient normale, les conditions sont favorables, ces formes de résistance vont commencer encore à se développer. Du coup, si un truc pasteurisé, un aliment est pasteurisé, on est obligé de conserver ça au froid. Ce qui fait que le froid aussi en soi est une technologie alimentaire, si on veut continuer dans ce sens. Ici, j'ai essayé de présenter un autoclave qui permet plutôt de stériliser, mais bon, de pasteuriser aussi, ça dépend. Et les appareils qu'on utilise pour stériliser et pasteuriser sont différents. La stérilisation aussi, c'est un traitement thermique, mais qui permet d'éliminer même les formes de résistance. Donc, ça se fait à une température encore plus élevée. Et normalement, quand on fait la pasteurisation, on doit essayer au maximum d'avoir un temps court afin de préserver les produits, la valeur nutritionnelle du produit. Donc, les technologies aussi influent sur ça. Par exemple, l'appareil que j'ai en haut ici, c'est aussi un stérilisateur, mais bon, qui utilise ce qu'on appelle des échangeurs de chaleur. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai peur de perdre mon public. Donc, d'accord, il y a une question dans le chat, je vais la répondre juste avant. Donc, ici, on a ces échangeurs de chaleur qui permettent, au fait, en bref, il y a plusieurs tuyaux. L'aliment va circuler dans un tuyau et à côté, il va y avoir un liquide chaud qui circule de l'autre côté du tuyau. Donc, la chaleur du liquide chaud va réchauffer très rapidement l'aliment et comme ça, il est stérilisé. Et après, rapidement aussi, il va le refroidir parce que quand l'aliment va partir dans un autre liquide, il va y avoir un autre liquide froid qui va circuler de l'autre côté pour le refroidir. Donc, on parle d'échangeur de chaleur. Même si l'appareil semble très compliqué, bon, c'est ça le principe derrière. Après, on peut expliquer le rôle de chaque élément. Parce que parfois aussi, le liquide chaud est stocké est stocké au fait quelque part d'abord pendant un temps pour que la chaleur fasse son travail avant de le refroidir rapidement et le conserver ailleurs. Donc, c'est un peu ça ce principe. Et j'espère que c'est assez clair. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, il y avait une question dans le chat que je vais essayer de voir. Je voulais demander au fait à quelqu'un, peut-être s'il y a des questions dans le chat ou s'il y a des mains levées, de me faire signe. Est-ce que Mariam Maïga peut me confirmer sa présence? Oui, bonsoir. Bonsoir, d'accord, merci. D'accord, est-ce que tu pourrais surveiller le chat au cas où il y a des mains levées et me faire signe pour que je puisse suivre les deux? Parfois, je suis très concentré sur le diapo. Très bien. Merci. Merci. Dans le cas des boîtes de conserve, par exemple, exactement, c'est une stérilisation. Et je vous assure, j'aime trop le sujet. Moi-même, j'ai peur parfois de trop parler. Du coup, je vais avancer. C'est un exemple très, très intéressant. Au fait, c'est le premier exemple de stérilisation qui a eu lieu. C'était avant même qu'on comprenne les principes derrière. C'était fait par un certain Nicolas Appert. Donc, ça s'appelait à ce moment la pertisation. Jusqu'à présent, son entreprise cartonne, malgré qu'il a découvert ça dans les années 1998. Bon, la date, c'est à vérifier. Donc, c'est très, très intéressant comme technologie. C'est avec les travaux de Pasteur qu'on a compris pourquoi ça fonctionne. Comme quoi, parfois, l'expérience des anciens n'est pas négligeable. Donc, on va continuer avec la chaîne de froid. Comme je vous ai dit, par exemple, le cas de la pasteurisation et de la pasteurisation. Après une pasteurisation, on a besoin, en fait, de toujours garder au frais. Donc, ici, j'essaie d'illustrer, au fait, la croissance des bactéries quand on les laisse comme ça dans des aliments. Imagine qu'on avait juste 1000 particules virales. Désolé, j'ai suivi le virus. Ma bouche s'est trompée là. Donc, supposons qu'on a juste 1000 particules, 1000 micro-organismes, voilà, c'est pas des particules, 1000 micro-organismes charge bactérienne.
dans une solution ou dans un aliment et qu'on le garde à une température de 37, vous voyez, la première courbe va montrer une croissance très, très rapide. Et ici, sa charge va vraiment facilement s'augmenter. Et quand on revient ici, en vrai de vrai, c'est une croissance exponentielle parce que la représentation, elle est sous forme logarithmique. C'est pourquoi vous voyez ça sous forme linéaire. Mais bon, j'espère que vous connaissez un peu le concept exponentiel et logarithmique. Donc, ici, vous verrez encore de l'autre côté, quand plus la température diminue, sa charge va diminuer. Bon, je vais quand même préciser que c'est dans les cas de la majorité des micro-organismes, parce que les micro-organismes, c'est carrément le contraire. Donc, de l'autre côté ici, quand on revient ici, on verra à 15 degrés, la charge est diminuée, là où ma souris bouge. Et quand on est à 4 degrés, presque il n'y a pas d'évolution. Bon, quand même une légère évolution, mais il n'y a presque pas d'évolution, en fait. C'est un peu le principe qui explique, en fait, comment le fait de conserver au froid, au fait, peut permettre une certaine conservation des aliments. Donc, c'est la même chose au niveau des manques. Ce qui veut dire que si une personne, que ce soit les manques ou n'importe quel fruit, qui soit saisonnier, c'est un principe simple qu'on pourrait utiliser pour conserver. Bon, j'essaie de présenter ici des chambres froides. Bon, et même lors des transports aussi, afin de conserver les aliments, que ce soit les fruits, que ce soit la viande, ou tout autre produit périssable à température ambiante, même les poissons. Donc, même le transport, il doit se faire, au fait, dans les remorques frigorifiques. Et d'ailleurs, parfois, dans les pays, le nombre de remorques frigorifiques est listé et chacun a un numéro, en fait. Donc, voilà, c'est reconnu. Donc, c'est pour protéger le consommateur, en fait. Tout ça, c'est pris en charge. Et de l'autre côté, attends, est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'entends des bruits de fond. Non, il y a une personne qui a son micro ouvert. D'accord. Et si vous n'avez pas la parole, vous pouvez fermer les micros, sauf si vous avez une question. S'il vous plaît. C'est bon, c'est fermé? Monsieur Claude Badjené, s'il vous plaît. Commis Claude Badjené. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Après, si vous avez la parole, vous pouvez l'ouvrir. Donc, nous allons continuer. Ici, j'expliquais le concept des chambres froides. Et de l'autre côté aussi, ici, je n'ai pas voulu charger ni compliquer. Mais au niveau des chambres froides, et même aussi parfois lors des emballages, parfois l'air qui circule à l'intérieur n'est pas du tout l'air, l'atmosphère. Ce n'est pas l'air qu'on respire, ce n'est pas l'air normal. Donc, ça s'appelle de l'atmosphère modifiée. Parfois, c'est carrément, on essaye d'enlever, de vider, enlever tout l'air qui circule et de mettre du CO2, tout simplement. Et pourquoi? Parce que les bactéries ont besoin, en fait, parfois, ce qu'on pourrait appeler des bactéries aérophiles, ont besoin de l'air, de l'oxygène pour se multiplier. Donc, en enlevant l'air, c'est pour de longues conservations surtout, on permet, en fait, une meilleure conservation. Et parfois aussi, en gardant, ça nous permet de garder les caractéristiques organoleptiques parce que après, on parle des caractéristiques organoleptiques, surtout la valeur nutritive des aliments. On peut conserver les aliments, mais la conservation, en fait, je parle de congélation ici, on peut congeler les aliments. La congélation est efficace sur une longue durée sans problème. Il n'y a vraiment pas de souci, on peut faire des années. Le seul souci, c'est qu'elle détruit une part des valeurs des molécules et des valeurs nutritives des aliments. Donc, il y a certains nutriments, ici je ne parle pas des calories apportées, donc certaines vitamines qui sont dégradées. Donc, c'est un peu la limite. Il faut comprendre que toutes les technologies ont des avantages et des inconvénients. Donc, c'est un peu le problème de la congélation à longue durée, surtout pour les fruits. Et voilà, surtout pour les fruits. Donc, du coup,
Et parfois, ce qui est privilégié, c'est aussi garder à froid, mais avec de l'atmosphère modifiée, en mettant beaucoup plus du CO2, en essayant d'enlever au maximum l'air, en fait, et surtout l'oxygène. Très bien, il y a un expert dans le chat qui m'a donné une idée intéressante. Effectivement, la congélation, par le fait que le processus est lent, c'est ce qui permet en fait une dégradation nutritionnelle. Donc, si on fait la surgélation, c'est une congélation d'une façon, mais très rapide. Donc, à ce niveau, les valeurs nutritionnelles, les vitamines et même les molécules qui apportent des valeurs nutritionnelles sont conservées. Donc, c'est évidemment une technologie à préciser. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je pense que je vais revenir dans les diapos passés. Ici, par exemple, cet appareil que j'ai montré, au fait, et c'est dans le même principe. Si on fait une stérilisation normale dans l'autoclave parfois, et voilà, on peut perdre parfois beaucoup en matière de nutrition, mais quand le processus est rapide et qu'on chauffe rapidement et qu'on refroidit rapidement, on conserve, au fait, les vitamines et tout ce qui est un peu des molécules particulières qui apportent la valeur nutritionnelle. On les conserve, on ne les détruit pas. Donc, c'est intéressant. Et c'est la même chose au niveau de la congélation. Et quand on fait une surgélation, c'est une congélation, mais à une vitesse très élevée parce que la chose passe au fait, ça passe un à un et c'est très rapidement congelé. Je ne vais pas entrer aussi encore dans l'explication à l'échelle moléculaire, mais comprenez que quand on congèle très très rapidement et qu'on refroidit très très rapidement, on conserve en général la valeur nutritionnelle. Et merci, je n'ai pas su qui a fait la remarque dans le chat, mais c'est un point très intéressant, un point que j'avais laissé de côté. Je dois avouer que vous me surprenez bien ici. Bon, sans oublier que j'ai vu des professionnels dans la liste des participants. J'ai vu Issa Dao, qui est un ingénieur au Mali qui travaille bien dans le domaine. Donc, c'est très bien, n'hésite pas à nous donner ton avis, monsieur Issa. Donc, ici, nous allons aborder maintenant quelques notions de transformation. Ici, je voulais qu'on aborde la question le processus de transformation du lait, par exemple, à yaourt. Mais je vais quand même mettre de côté parce que je me dis qu'il y a quand même dans le chat des gens qui peuvent nous expliquer comment ça s'est fait. Comme ça, on pourra échanger directement et discuter sur la technologie au lieu que je vienne raconter tout comme ça. Et j'aimerais que, voilà, si vous avez une idée de comment on fait le yaourt, même si vous avez appris vous-même à faire le yaourt sur YouTube, au travers d'une recette ChatGPT, j'ai aucune idée. Expliquez-nous comment on fait le yaourt. Est-ce qu'il y a du volontaire? Ok, comme Yanda Yali a rigolé, est-ce que tu peux nous dire comment on fait le yaourt? Ah, j'ai fait une erreur. Il ne faut pas que j'empêche les gens de rigoler. Continuez à rire, aucun souci. Mais bon, pour cette fois, et exceptionnellement, je vais demander quand même à celle qui a rigolé de nous expliquer. La prochaine fois, je ne vais plus rigoler. Hein. Non, essaye encore, c'est pas grave. Juste cette fois. D'accord. La question, c'est le processus de la transformation du lait en yaourt, c'est ça? Exactement. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans la microbiologie ou bien la biochimie et tout. Je vais juste dire, on va dire, l'essentiel. D'accord, oui. La matière première, c'est le lait. Mm-hmm. Et sur le plan industriel, ce lait-là, comme tu viens de le dire, après la récolte ou le transport arrivé, d'abord, il faut passer par le traitement chimique, bien sûr. Et la partie, on va dire, essentielle, c'est, on va dire, la mise en culture des micro-organismes qui seront utilisés pour la fermentation, puisque c'est une étape très importante pour qu'on puisse avoir le produit final qu'on espère, on va dire. Et donner le nom des micro-organismes. Et c'est quoi la fermentation?
D'accord, la fermentation. Bon, c'est un processus de... Il faut simplifier ça pour nous, hein. C'est Bon, compliqué. et je l'ai interrogé parce que c'est une élève ingénieure en agroalimentaire. Donc, c'est pourquoi je l'ai, il faut que je la connaisse. Et qui continue. Simplifier, comment est-ce que je peux simplifier la fermentation? Comment est-ce que je peux simplifier? Ok, Bon. donne ta définition. Après, Déjà, je vais c'est expliquer. un processus biologique, hein? Mhm. C'est un processus biologique. Très vite, donne ta définition et puis je vais expliquer. Oui, par lequel des micro-organismes transforment des sucres Mhm. en énergie et produisant peut-être de l'alcool, des gaz comme le CO2 ou certains acides. Très intéressant. Très intéressant. Merci. Et donc, du coup, ce qu'elle a dit, le processus essentiel, je vous ai dit, hein, quand on parle de technologie, il y a des choses très simples à comprendre. C'est qu'il y a un principe scientifique toujours derrière. Moi, que ce soit les technologies de sorcellerie, mais en tout cas, une technologie et un principe scientifique derrière. Voilà. Et quand il y a ça, et le reste maintenant, c'est peut-être la machinerie, peut-être même des algorithmes mathématiques ou je ne sais pas quoi, qui vont venir en fait pour achever. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont levé un peu leur main. Je vais quand même la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en absence d'oxygène. Oui, c'est la définition. Pas seulement les sucres, mais la matière organique. Oui. Merci pour la précision. Je suis un peu content du fait qu'il y a quand même des biologistes dans l'équipe qui comprendront les autres côtés. Mais en tout cas, j'essaie de faire de sorte que même si vous n'êtes pas biologiste, que vous compreniez. Même si je pense qu'en grande partie, on est biologiste. Donc, on va continuer et sur cette lancée. Oui. Nous avions 3 mains levées dans le chat. D'accord, tu peux donner la parole à la première main levée, ainsi de suite. Et ce seront les 3 seules personnes qu'on va écouter. Mais j'espère que ça sera sur la question de yaourt, comment on fait le yaourt. D'accord. Tamimoun, maman, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. En fait, je voulais juste compléter la définition de tout à l'heure. Bon, Oui. il y avait une idée qui me venait en tête, comme quoi, par exemple, l'obtention du yaourt se fait aussi sur le plan industriel, c'est-à-dire par acidification, en injectant parfois des accélérateurs, ou plutôt des enzymes telles que la présure. Oui, c'est vrai, intéressant. J'imagine que, bon, je parle sous votre contrôle, hein, monsieur Simon, j'imagine que la chaleur aussi peut jouer un rôle d'accélérateur de la réaction chimique. Oui, exactement, oui. Bon, c'est vraiment des idées un peu parcellaires, mais bon, je m'arrête là. Oui, et en fait, c'est des idées très, très intéressantes qu'on va ajouter par la suite. C'est vraiment intéressant. Merci, monsieur. Bon, j'allais dire monsieur maman parce que je ne connais pas le reste du mot. Merci, monsieur maman. Madame. Nassirou, vous avez la parole. Justement, je viens de prendre la parole, en fait. En fait, c'était la même personne, d'accord. Okay, d'accord. Ahmadou Tenentao. Merci beaucoup. Ouais. J'aimerais encore expliquer un peu sur le processus de production du yaourt. Généralement, on commence d'abord par l'arrivée du lait dans l'usine. Oui. Et on va commencer d'abord par les analyses physico-chimiques. Du lait. Oui, généralement, on commence par le test d'antibiotiques. Intéressant, oui. On détermine également le pH ainsi que la matière grasse, la cryogénité, tout ça. Et par la suite, on conserve un peu le lait dans les tanks. D'accord. Ensuite, on passe à la pasteurisation qui est très importante parce qu'il sert à éliminer en grande partie des micro-organismes présents. OK. Voilà, mais qui permet également de conserver les bactéries qui sont bénéfiques. Et ensuite, on va ensemencer. Par exemple, on va ajouter les bactéries capables de fermenter le lait.
Ensuite, on va conserver un peu le lait hein, on appelle cette étape processus de maturation. Et ensuite, on procède au barattage qui est une sorte de l'agitation du lait parce qu'une fois que le lait est ensémencé, ça devient une sorte de cahier. Ils vont s'y prendre l'un de l'autre. Donc, on va le mettre dans une machine qui va agiter, quoi. Oui, oui, j'ai compris. Et ensuite, on procède au refroidissement à 4 degrés généralement. Et par la suite, on passe au conditionnement. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est un exemple. En tout cas, hein, tu as quand même. J'espère que tu n'as pas utilisé ChatGPT. Enfin, tu as bien expliqué les détails. Non, cette année, j'ai fait mon stage dans une entreprise laitière. Ah, d'accord. OK. Et tu fais quoi comme formation? Et je suis élève ingénieur en développement des industries agroalimentaires. D'accord, très intéressant. Tu es à Béni-Mélal? Effectivement. OK. Avec Mukuru. C'est bien. Exact, Bon, exact. on va continuer. Merci. C'est très intéressant. Et puis, les détails ont été bien mentionnés. Donc, du coup, ici, moi, je m'attendais à expliquer des choses simples, mais bon, je me dis, si j'avais tenu compte de votre niveau, on allait pousser loin la discussion. En tout cas, on va avancer sur la base des bases parce que j'ai envie de garder, en tout cas, ceux qui sont en train d'être initiés, de continuer avec eux aussi. Mais merci beaucoup pour les détails que tu as mentionnés. Ici, il y a toujours l'étape de contrôle qui est là. Et voilà, c'est ce que vous avez cité. Ça va entrer dans le cadre de la qualité qu'on abordera dans la séance prochaine. Et je pense que je vais quand même un peu pousser un peu plus loin dans le cadre de la qualité, puisque je suis un peu impressionné par votre niveau en général. Donc, et après, au niveau de la qualité et le contrôle qualité, qui est ici le contrôle du stock du lait et tout, il y a évidemment cette étape de pasteurisation qu'on aura par la suite. Celui qui a parlé de la température, quand on fait l'ensemencement en ajoutant les ferments lactiques, le fait de garder par exemple la température à 42 degrés permet aux ferments lactiques de bien travailler. Donc, ce sont les ferments lactiques. On parle même de biotechnologie. Quand dans notre processus ou dans notre technologie, on utilise des organismes vivants. Donc, même si on dit que ce sont des micro-organismes, ce sont des organismes vivants. Donc, dans la transformation des yaourts, au fait, tout le principe se situe au fait que, quelqu'un l'a dit, le milieu est acidifié et aromatisé, au fait, par le développement de ces micro-organismes. Et ces micro-organismes font une fermentation. Quelqu'un dit que c'est... Voilà. Et la dégradation de la matière organique en absence d'air. Et dans notre cas, nous utilisons ce qu'on appelle des bactéries lactiques. Bon, au début, je ne savais pas que j'allais dire les bactéries, puisque je supposais que, voilà, c'est en général, mais bon, on va dire que ce sont les Streptococcus et Thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Donc, ce sont ces bactéries-là qu'on utilise fréquemment et qui vont produire de l'acide lactique. Donc, la fermentation, il y en a deux. Il y a la fermentation lactique, la fermentation alcoolique. Et ici, la fermentation lactique, la production de l'acide lactique baisse le pH à un tel niveau que si le pH atteint 4,5, on aura la coagulation du lait. Et c'est ce que vous avez mentionné. C'est comme si les deux phases commençaient à se séparer. La matière à l'intérieur commence à se séparer du lactosérum qui est liquide. Justement, cette étape d'agitation permet d'homogénéiser. Donc, je vais essayer de circuler. On a le lait qui est arrivé, qui est conservé dans un tank. C'est toujours important. Parfois même, c'est difficile de rassembler le lait. Je vous ai dit, cette étape de ramasser le lait là et de l'assembler, c'est pas du tout facile. Dans nos pays, parfois, c'est le défi, hein, puisque parfois, il y a des petits producteurs. Donc, il faut que quelqu'un passe chez tout le monde pour acheter des petites quantités pour rassembler, former une grande quantité. Et donc, bon, après, vous pouvez voir aussi un fournisseur qui vous donne beaucoup de lait. Mais j'ai envie de dire que si vous créez une entreprise où vous avez la capacité de rassembler beaucoup de lait et que vous le stérilisez, juste ce lait-là, je vous assure que vous avez fait une très grande chose. Et parfois, nous ne voyons pas toujours les choses. Voilà,
j'ai envie de dire, allons-y doucement, quoi. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà assez. Donc, si on continue et on arrivera ici au niveau du stock de ces laits qui est là et après le contrôle, tous les autres contrôles qui sont là. Donc, bon, dans certains cas, on l'enrichit avec le lait en poudre, mais ce n'est pas vraiment une étape obligatoire. Ça dépend de la recette que vous faites aussi. Même si on fait le yaourt, ici, on donne de façon générale comment on fait le yaourt. Vous allez comprendre l'assaisonnement, même après, vous faites et ces étapes. Dans certains cas, on va ajouter et des pulpes, comment dire, j'espère qu'on sait. Supposons par exemple l'orange. Par exemple, l'orange, quand on enlève, à l'intérieur, il y a des pulpes. Donc, on peut ajouter des pulpes d'orange dans le yaourt pour donner des goûts particuliers. Donc, on va expliquer ici des principes généraux, mais dans chaque entreprise et dans chaque cas, il y aura des recettes, des petits ajouts qui feront l'originalité au fait des cas. Donc, ces barattage, comme il a dit, qui est une agitation, bien permet au fait de mélanger très bien. Et après, on a, voilà, le reste, ce sera la conservation, j'ai envie de dire. On a des heures. Je pense ici, je me suis un peu trompé. Quand on ajoute ici, la conservation qu'on a des herbes, c'est avant en fait la coagulation du lait. Donc, en général, même si on est à 42 degrés, c'est en fait presque la température optimale à laquelle ces micro-organismes que nous avons mis, je ne vais plus dire, je vais quand même rester simple, que nous avons mis, permet au fait de... Et c'est la température optimale. C'est à cette température que ces micro-organismes se développent très rapidement. Et même pour ça, on a quand même besoin de les donner 5 à 6 heures pour pouvoir acidifier le milieu de sorte qu'ils puissent, qu'ils puissent précipiter au fait. En général, les protéines qui sont là casées continuellement. Donc, et le reste de l'étape, ce sera, et bien évidemment, qu'est-ce que je veux dire? Remplissage au fait des emballages. Je suis vraiment dépassé par le mot. Donc, on doit emballer notre lait, notre yaourt, bien le conserver. Et ensuite, continuer le processus toujours de stockage au frais et de transport, qui sont aussi des processus comme vous avez vu dans la chaîne. Donc, une entreprise peut aussi faire toutes ces tâches et par la suite, vous allez voir que le lait est venu quelque part. Il est parti ailleurs. Je veux que vous continuez à voir les choses dans le sens de chaîne de valeur. Bon, aujourd'hui, quand même, on est à l'intérieur de l'industrie des transformations. Même si j'ai voulu prendre d'abord depuis une petite pause pour parler de, voilà, des méthodes de stérilisation. Vous allez voir que dans la plupart des processus agroalimentaires, la stérilisation reviendra toujours. Et c'est primordial. J'ai envie de dire que c'est inévitable, au fait, pour conserver les nourritures et continuer. Est-ce que c'est OK? Il y a des gens qui veulent faire des ajouts? D'accord. S'il n'y a pas d'ajout, on va continuer. Et cette fois, je pense qu'on va aborder peut-être le fromage. Voilà, on va aborder le fromage. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui va essayer de nous expliquer comment le fromage est fabriqué? De façon simple. Ou bien juste dire, bon, la différence entre le fromage et le yaourt, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a la parole? Ahmadou Tenetao, on vous écoute. D'accord, merci Amadou. Bon, le fromage, c'est la matière grasse qui contient le lait. Généralement, quand on trouve le lait, on va essayer d'enlever les matières grasses qui se trouvent déjà dans le lait. Oui. Et ensuite, bon, on peut faire par plusieurs procédés, hein, soit par dessiccation, si je ne me trompe pas. Dessiccation.
Oui, c'est comme si on va mettre, on va chauffer le lait pour que l'évaporation, quoi, en quelque sorte. D'accord, je Voilà, comprends. pour pouvoir accueillir la matière grasse qui contient dans le lait. Et c'est ces matières grasses généralement qu'on transforme et on le met sous forme de yaourt. On parle de fromage. Ah, fromage. Ah, je parle du beurre, quoi, à la place. Oui, Du coup, c'est ça, vrai. J'allais te je dire vais tout de répéter un suite peu. que tu parles du beurre, mais je n'ai pas prévu de parler du beurre aujourd'hui en tout cas. Mais c'est Ok, intéressant. ok. Mais voilà, je parlais de fromage. Bien, merci quand même de nous avoir partagé le cas du beurre. Au fait, le lait, si vous voulez lui donner une définition chimique, physique, on va dire. Oui, Nous avons des mains levées. d'accord. Karima, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Merci. J'ai pas une grande idée sur la différence entre les deux processus, mais le point essentiel, c'est pour la production du fromage, on ajoute la présure qui est une sorte d'enzyme qui fait la séparation entre le caillé et le lactosérum. Et c'est ce caillé-là qui continue pour avoir du fromage. C'est la grande partie des protéines qui est contenue dans ce cahier-là. Très bien. Merci. Et au vu de nos échanges, hein, je suis très content. Du coup, je vais essayer de pousser un peu plus loin, mais pas trop quand même, de façon à ce qu'ensemble, on imagine le lait. Le lait est un liquide qu'on voit déjà qui est blanc. Mais en vrai, c'est un mélange de protéines, de l'eau et de lipides, enfin du sucre. C'est très simple. Donc, c'est un mélange, on va appeler ça une émulsion parce que ça contient de l'huile et de l'eau. En temps normal, quand il y a l'huile et l'eau, c'est deux phases différentes, mais le lait, comme c'est la magie de la nature, les deux sont bien mélangés et ça reste homogène. Donc, c'est pourquoi j'ai trouvé son intervention avant aussi intéressante, même si ce n'était pas en train de répondre à la question. Le beurre, au fait, c'est quand on enlève maintenant la matière grasse du lait et qu'on la récupère après, on va dire, une distillation, parce que la dessiccation, c'est quand on enlève l'eau plus généralement. Mais après une distillation, c'est un genre de centrifugeuse qui va envoyer la matière grasse quelque peu vers le centre, en fait. Et l'eau vers l'extérieur, c'est une centrifugeuse qui fait. Donc, cette matière grasse-là, on va justement ajouter, c'est le même principe, on va ajouter à cette matière grasse les ferments lactiques qui vont faire une certaine dégradation de tout ce qui est sucre et tout, et on va récupérer le reste. Et puisque c'est un concentré de matière grasse, on formera du beurre. Bon, ça, c'est en général le beurre que vous achetez. Mais c'est vrai que c'est tout sauf le beurre que vous achetez. Parce que le beurre que vous achetez, vous dites que c'est beurre, en général, c'est de la margarine. Donc, le processus est complètement différent. Ça vient en fait des huiles végétales même carrément. Et c'est vraiment chimique à ce niveau. À ce niveau, c'est pas de la biotechnologie. Donc, j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. Maintenant, et si on revient sur le lait, hein, qui est un mélange que j'étais en train d'expliquer qu'on va utiliser, ce qu'elle a dit sur le fromage, je trouve que c'est le point essentiel. Je suis d'accord avec toi. C'est la différence. Je sais pas. Je pense que j'ai mal choisi mes schémas. Mais bon, et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Suivez seulement le curseur et on va aller ensemble. Même moi, je me perds. Donc, restons concentrés. Hein. Ne soyez pas. Ne dites pas c'est compliqué au fait parce que vous voyez juste un schéma comme ça. C'est très simple. C'est bon? Donc, et par exemple, toute cette étape, le lait est là et c'est tous ces trucs que vous voyez ici, c'est pour pasteuriser le lait. Donc, c'est toujours ce que je vous ai montré de l'autre côté, différemment, mais ici, on utilise des pasteurisateurs avec des échangeurs de chaleur, en fait,
Et après, on a le lait bien standardisé, propre qui est là ici. Donc, vous voyez, toutes ces premières étapes jusqu'à ici, c'est pas un truc compliqué. On est en train de préparer le lait, de le pasteuriser, des choses que vous savez bien déjà. Donc, quand on arrive avec le lait qui est dans ces tanks-là, on le verse ici. Ce qu'elle a dit, on ajoute des enzymes qui sont en fait de présure et des ferments lactiques qui vont dégrader très bien le lait. Et après, en fait, les deux principes se ressemblent beaucoup avec l'autre. C'est aussi toujours après une bonne acidification qu'il y a une séparation nette entre ce qu'elle appelle le caillé et le lactosérum. Et vous voyez, en fait, voici la cuve ici qui est là. On a ajouté beaucoup de choses. Il y a eu les cahiers et le lactosérum. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une vanne ici. Ils ont ouvert la vanne pour que tout ce qui est liquide puisse s'échapper. Mais bon, j'espère qu'ils n'ont pas jeté ça. Bon, on revient ici. Le truc est toujours là. Ils ont commencé à ramasser pour mettre ici. C'est pour pouvoir mouler, au fait. Le fromage, c'est un peu ces cahiers-là qu'on va prendre, qu'on va essayer de lui donner une forme en fonction du fromage qu'on veut. Maintenant, on peut soit le presser encore pour pouvoir enlever toute l'eau, ça sera du fromage pressé, soit on va le mouler comme ça sera voilà, on va dire du fromage molle, mais j'ai oublié, il y a un terme bien adéquat pour ça, je l'ai oublié. En tout cas, soit c'est fromage. Moulage. Le fromage. Moulage. Oh, oui, mais le moulage, c'est bien que c'est fait. Mais bon, même si on le presse, ce sera toujours avec le moulage. Parce qu'il y a le fromage pressé, mais le fromage non pressé. Mais je pense qu'il y avait un autre terme pour mentionner le fromage non pressé. Donc, ici, au fait, le fromage pressé, il est très dur, il n'y a pas assez d'eau dedans. Et après aussi, parfois, il y a dans l'émincement le reste du protocole, comme je vous ai dit, ça dépendra maintenant du type de fromage que vous voulez faire. Le processus global, c'est ajouter, voilà, traiter très bien du lait, vous pouvez le pasteuriser parce que la pasteurisation n'est pas une étape obligatoire dans le fromage. Il y a des fromages qui viennent de lait cru et il y a des fromages qui viennent de lait pasteurisé. Donc, vous voyez ici, on a tout un protocole de préparation de lait. On a tout un protocole de préparation de lait. Donc, on va juste dire que cette étape, c'est, voilà, on prépare le lait. Et par la suite, on met ce lait dans un bassin, un récipient, et puis on ajoute des enzymes. La présure, ça vient en fait, parfois même des enzymes qui viennent des digestions des animaux. D'ailleurs, pour la petite histoire, le tout premier fromage a été découvert par hasard. Bon, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Bon, d'après la légende. Et ce sont des voyageurs qui avaient mis de lait dans un estomac de bœuf. Et puisqu'il y avait des enzymes de digestion du bœuf là, donc le lait s'est coagulé, c'est devenu du fromage. C'est une légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est comme ça qu'on aurait découvert le fromage, on ne sait pas. Donc, et j'essaie de dire qu'il faut juste comprendre que c'est l'utilisation de ces enzymes. Et puis, ce sont le genre de choses que vous pouvez vous-même acheter. Je connais même quelqu'un qui le vend. C'est pour que vous compreniez que l'industrie agroalimentaire n'est pas à la base quelque chose de très compliqué. Même si en vrai, c'est compliqué. Et bon, mais c'est quand même simple. Vous pouvez tous comprendre et savoir comment ça fonctionne au niveau des principes et ce qui pourrait vous permettre de... Et pour ceux qui travaillent dans le domaine où ils veulent travailler, bon, ceux qui veulent investir, ils peuvent comprendre facilement dans quoi ils se mêlent. Et que c'est un truc plutôt très simple qui utilise des principes scientifiques déjà connus pour conserver les aliments, les transformer. Donc, comme je dis, et elle a dit, en ajoutant les ferments lactiques ici, ou la présure, sinon on peut utiliser aussi des micro-organismes. Ici aussi, on a le choix, soit utiliser de la présure, des enzymes, ou utiliser des micro-organismes qui vont faire le travail des coagulations et après utiliser au fait le cahier comme elle a dit, après avoir enlevé le lait. Et après, on pourra y presser le fromage ou ne pas le presser. Donc, après aussi, il y aura des étapes. Parfois, on ajoute des champignons au-dessus du fromage. Ça va donner des arômes particuliers. Et aussi, parfois, les fromages sont gardés dans des tubes, au fait, pendant un très bon temps pour une maturation. Bon, l'un des fromages le plus connu qu'on appelle le roquefort, on ajoute au fait un champignon de roqueforti. Et voilà, qui est même le camembert aussi, dans tout ce... Au fait, c'est un champignon qui s'appelle camembert.
roquefort, donc celui qu'on ajoute. Mais il y a une autre espèce de fromage, des champignons camembert qu'on ajoute dans l'autre aussi, qui est du fromage blanc. Bon, pour vous faire peut-être une petite confidence, quand j'ai étudié le fromage et que j'ai étudié le fromage roqueforti en particulier, j'étais très content, je suis allé l'acheter, mais je n'ai pas pu le manger. Je n'étais pas habitué au goût. Donc, parfois, en théorie, c'est très beau, mais bon, la réalité, c'est autre chose. Donc, après, vous pouvez faire votre expérience de roqueforti. J'espère qu'il y aura des gens qui vont faire un fromage avec lequel moi, je vais me sentir à l'aise. Donc, ça dépend des différents goûts. Alors que le roqueforti, c'est une marque déposée française, très chère. Parce que parfois, ces stockages se fait dans des caves, dans des conditions particulières aussi, qui peuvent permettre, au fait, à cette étape, au fait, vraiment permettra, vous comprenez, même si les principes scientifiques sont bien connus et tout, la recherche et parfois le fait de trouver la bonne formule dépendra quand même des essais que vous ferez au niveau de votre laboratoire. À moins que vous utilisez un truc déjà connu et vous pouvez faire toujours votre part, en fait, en ajoutant votre touche personnelle. Et il y a plusieurs options. Bon, après, est-ce que vous faites confiance pour faire quelque chose dans le marché que personne n'a jamais fait? Moi, je vous fais confiance. Donc, on va s'arrêter ici avec le lait et on va essayer d'aborder un autre type de produit pour voir ensemble comment on pourrait faire la transformation de ce nouveau produit. Et on va aller sur quelque chose de très, 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 très simple que tout le monde peut faire, même à la maison. Siméon, Oui. nous avons une question dans le chat. On vous demande si vous pouvez nous éclaircir sur le point relatif à l'affinage du fromage par le sel. D'accord. Bien. Bon, je vais voir finalement qui a posé la question pour savoir comment la répondre, si je dois entrer dans les détails ou pas. Je vois. Puisque c'est une élève ingénieur, on va répondre un peu dans la technique. Bon, et ici, moi, j'ai oublié de mentionner, mais le fait qu'on ajoute le sel est presque dans toutes les étapes. Je ne sais pas si tu veux vraiment une particularité. L'ajout du sel, je n'ai pas envie de le mettre dans l'étape d'affinage. Parce que quand tu dis affiner le fromage, ça, c'est les étapes après ça. Quand on finit parfois même de presser, si c'est un fromage pressé. Sinon, c'est après l'ajout de ces, ça facilite le séchage, comme cette personne a mentionné, et permet d'éliminer facilement l'eau. Et d'autre part aussi, il apporte un bon goût. Maintenant, l'affinage, au fait, c'est quand, après toutes ces étapes, qu'on arrive à stocker le fromage, soit dans une cave, dans des conditions particulières d'humidité, de température, pour permettre à d'autres micro-organismes, que ce soit, je pense en général, des champignons qu'on utilise dans ces champignons microscopiques, voilà. Ce n'est pas les champignons qu'on achète chez les vendeurs de légumes, les champignons microscopiques qu'on ajoute et des espèces de champignons microscopiques qu'on ajoute là-bas. Donc, c'est eux qui permettront en fait d'apporter d'autres saveurs à l'étape d'affinage. Parfois aussi, c'est juste une conservation dans des conditions particulières. Ça apportera aussi cette étape-là. Maintenant, l'ajout du sel fait partie des étapes particulières, mais que j'avais sauté. Bon, parce qu'elle permet d'ajouter voilà, la libération en fait, de l'eau en général et aussi le goût. Est-ce que c'est clair? Merci. En bref, ce que tu dis, c'est intéressant, mais je ne classe pas l'ajout du sel à l'étape d'affinage comme ça. Même si oui, mais voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer de façon simple? Je pense que c'est l'une des technologies que je trouve le plus simple parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de choses, soit en biochimie ou en microbiologie. Comment on peut partir du blé aux pâtes?
Oui, s'il vous plaît. Donc, je vois que les gens n'ont pas fini de discuter du fromage dans le chat. Est-ce que c'est bon? Vous avez encore des questions dessus? Je vois qu'il y a des experts. Ma classe est très divisée. Il y a des gens qui sont là très pointus dans les questions techniques. Mais bon, en même temps, je sais que j'ai des gens aussi qui ne sont pas dans le domaine et ils sont aussi nombreux. Donc, on va rester à l'équilibre. Je ne veux pas sur vous, les techniciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question? Est-ce qu'il y a les technologies naturelles pour la conservation? Ah, cette personne est bien encouragée. Bien, bon, je sautais un peu l'étape de conservation. Pour moi, c'était un peu en haut, mais oui, mais en même temps, elles sont naturelles. Le fromage, au fait, c'est une bonne façon d'ailleurs pour conserver le lait. D'ailleurs, c'est l'une des utilités du fromage. Avant, il n'y avait pas de réfrigérateur, je vous signale. Et cette technique était utilisée pour conserver le lait. Ce n'était pas d'abord pour les bonnes saveurs du lait. Maintenant, si on veut parler du sel, oui, il permet aussi, il est ajouté jusqu'à présent dans nos pays, la viande séchée, salée. Ce sont des technologies, mais est-ce que vous avez dit que c'est naturel? Je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, il y a des méthodes traditionnelles, voilà, on va dire comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, qui sont aussi industrialisées. J'ai envie de vous dire que, voilà, vous pouvez faire votre industrie, votre usine, où votre rôle est de sécher la viande et de la saler, de la vendre. C'est normal. Donc, le séchage, c'est une méthode. D'ailleurs, c'est prévu juste dans le diapo suivant, je pense. Alors, en tout cas, c'est une méthode de conservation. Le salage aussi, et même le fumage, donc, sont tous des méthodes de conservation. C'est vrai qu'au début, j'ai parlé des traitements thermiques, mais ces autres méthodes sont des technologies. Ici, même au labo où je fais ma thèse, il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur les séchages. Donc, comment l'optimiser dans certains cas pour la production d'aliments pour animaux. Donc, on va continuer. En tout cas, j'espère que la personne a eu une réponse à sa question. La question, c'était est-ce qu'il y a des technologies naturelles pour la conservation? Je pense que la personne veut savoir s'il y a des méthodes simples, traditionnelles qu'on utilise pour conserver. Donc, parmi lesquelles il y a le séchage, il y a l'utilisation du sel et il y a aussi parfois le fumage. On met voilà, le poisson. C'est au poisson qu'on fait ça plus généralement, on le met sous le fumier, même si je pense que c'est une méthode discutable. Il faut faire attention parce que le fumage n'élimine pas toujours tous les micro-organismes. Ma question vous, c'est quand même vrai. Donc, voilà. Et on va continuer avec le cas du bleu. Est-ce qu'il y a des personnes toujours dans le, j'allais dire dans le chat, pas dans le chat, voilà, directement ici, qui peuvent prendre la parole pour nous parler de... D'accord, mais s'il te plaît, je vais répondre à ta question après. Sarah Kenny. Et puis, tu n'es pas venu, j'avais prévu de te poser ta question sur les logiciels, si tu avais trouvé. Mais on reviendra dessus. Mais pour le moment, je voudrais que quelqu'un nous parle d'abord des technologies de transformation, comment on pourrait partir du bleu. En fait, pourquoi je vous donne ça? Je vous donne ici les principes scientifiques derrière. Vous voyez que ce n'est pas des cas compliqués. Pourtant, dans l'utilisation et dans la logique générale, au fait, il y a toujours les machines qu'on utilise. Ça permet d'augmenter l'efficacité. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi je crois qu'on pourrait faire le format sans machine. Voilà, mais bon, peut-être que ça sera à une échelle très petite, qui ce soit aussi le yaourt. Ce sont des choses faisables sans machine. Ce serait peut-être, voilà, à une échelle très petite, on ne pourra pas produire une grande quantité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on reviendra maintenant pour les produits liquides. Je vais essayer de répondre. Juste là, actuellement, OK. Yandar Yale
je vais te laisser la parole juste quand je vais finir de répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des méthodes de conservation traditionnelles pour les produits liquides? Parce que, donc, on vient de parler du lait où on utilisait le fromage. C'était une méthode de conservation du lait. C'était tout, je vous ai dit, c'est quelque chose qui existe avant même qu'on comprenne tout ce qui est microbiologie aujourd'hui. Maintenant, est-ce que, sauf si tu me donnes d'autres produits comme ça, parce qu'actuellement, il n'y a pas un autre produit alimentaire liquide qui me vient en tête. Puisque les autres, ce sont les jus que nous-mêmes, on a déjà, voilà, que nous-mêmes, on a déjà inventé après les évolutions. Exactement. En fait, les méthodes que je connais, je ne sais pas si je pourrais les considérer comme traditionnelles ou pas. Vous voyez? Bon, Yandar et Yalé, vous avez la parole pour nous expliquer comment on peut passer du bleu à la pâte, un peu comme Bon, les spaghettis. je ne le maîtrise pas vraiment, mais je vais juste dire ce que je pense. Oui. Maybe après la réception du blé, depuis on parle de conditionnement et tout, sûrement on passe par un conditionnement et après ce blé-là sera moulu. Et dans le cas des pâtes alimentaires, je sais quand même que c'est le blé dur. On va utiliser la semoule de blé dur. C'est vrai qu'on a plusieurs types de blé, mais dans ce cas, ça sera le blé dur et mélanger cela avec de l'eau, pourquoi pas. Ensuite, passer par un pétrissage et sûrement ça passe dans des machines qui donneront la forme des pâtes alimentaires qu'on souhaite et après sécher et passer par un découpage et après emballer. C'est ce que je pense. Très bien. Bon, tu as dit que tu ne maîtrises pas, mais je trouve que les étapes sont bien signalées. Au fait, je voudrais au fait que vous gardez juste la logique. Voilà, ça reste des... Bon, quand j'ai dit que c'est l'une des méthodes qui ne nécessite pas du tout des compréhensions particulières, soit en microbiologie, soit en biochimie. Et ici, c'est le cas, au fait, c'est qu'elle a dit, j'ai envie de dire que tout est presque mécanique physique, quoi. On va partir du blé à la farine de blé dur, et ensuite, on va ajouter de l'eau, il y aura un très bon mélange, elle a dit pétrissage, bon, je n'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais voilà, il y aura un très bon mélange, et la forme qui sort, ça s'appelle l'extrusion. L'extrusion, je me demande si mon image est assez claire. En haut ici, je suppose qu'on a la farine qui est là, farine de semoule, et on ajoute de l'eau. Bon, c'est l'eau de robinet, mais ce n'est pas vraiment l'eau de robinet qu'on ajoute, comprimée. Et après, il y a un malaxage très bien, et ça passe au fait au travers des vis extrueurs. C'est lui qui donne les formes. Ça peut être cette forme-là ou n'importe quelle autre forme. Et évidemment, il y a un côté un peu à la fin qui coupe en fonction de la longueur au fait qu'il y a. Et ça passe par un séchoir. Au fait, c'est ici d'ailleurs que j'avais prévu de parler de la technologie du séchage. Même si, voilà, dans le chat, j'ai vu que les gens discutaient déjà de ça. Et j'ai dit que c'est une méthode traditionnelle qui était utilisée. Mais il faut comprendre que la méthode traditionnelle du séchage, ça se faisait facilement. On mettait la chose sous le soleil et puis on attend. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, dans nos pays, il y a des mamans qui font des pâtes comme ça et même ils font à la main. Après, ils mettent ça au soleil. Et puis, ils attendent, ça sèche. Vous voyez, c'est un peu... C'est pourquoi je vous dis, quelle est la limite où on va considérer ça traditionnel ou pas. Donc, ici, on laisse les pâtes. Si on laisse ici, il y a de l'air, pas de lait, de l'air chaud qui entre et qui sort. Donc, chaque fois que l'air continue à passer, l'air chaud, il passe en sortant, il sort avec un taux d'humidité plus élevé, en essayant de... C'est comme ça que c'est séché très rapidement. En général, ce sont des séchoirs de cette forme. Donc, il y a toute une technologie d'air qui est là, l'air qui est très réchauffé et
ou qui n'a pas assez d'eau qui entre et qui sort, on récupère toujours l'air qui est autour et qu'on réchauffe et qu'on les fait passer ici. En entrant très chaud, il ressort légèrement peut-être refroidi, mais avec un taux d'humidité plus élevé parce qu'il récupère l'eau qui est là. En fait, l'air sèche très, très vite. En fait, parce que on va appeler que c'est un fluide. Il sèche très, très vite. Il sèche très vite par rapport au rayon du soleil même. Donc, c'est un peu cette technologie qui est utilisée en général, les technologies de séchage dans les industries qui font du bleu. Quel exemple aussi que j'ai envie de prendre? Même les céréales que vous pouvez acheter pour faire, par exemple, les bouillies les matins, que ce soit pour le bébé ou pour vous-même. Voilà, j'ai fait un stage dans une entreprise comme ça. C'est le même principe, ils ont un séchoir de cette façon où il y a toujours l'air qui entre chaud et qui ressort froid. Et surtout avec un taux d'humidité très élevé parce qu'il contient un peu beaucoup. Donc, j'avais prévu d'aborder quand même la question des séchages ici. Donc, j'espère que, voilà, vous avez compris. Et pour moi, ce processus est le plus simple de mon point de vue personnel. C'est un mélange dont l'extrudeuse et un pré-sécheur, ensuite le séchoir lui-même. L'extrudeuse, peut-être le pré-sécheur, c'est bien pour égoutter et faire passer tous les autres liquides. Et quand ça va entrer ici, c'est vraiment ce principe. Évidemment, il peut y avoir d'autres principes, je ne sais pas, mais en général, c'est le principe des séchages avec l'air que je connais, qu'on utilise fréquemment et qui est aussi très efficace. Mais bon, il y en a plusieurs. Même notre prof ici, je l'ai vu développer un cas mélangé d'air, des panneaux solaires et des rayons du soleil. Donc, il comprenait qu'il y avoir plusieurs. Mais toujours le principe derrière sera toujours de sécher. Et parfois, c'est cette logique. Et c'est pourquoi j'ai apprécié l'intervention de Yandar Yali. Donc, après le reste, ce sera le remplissage, au fait. Donc, on va emballer. Et c'est un processus aussi très simple, quoi. J'ai l'impression d'avoir trop parlé et du coup, j'ai pas fini, mais il reste 5 minutes. On va essayer d'aller vite ici. Je ne vais pas pouvoir attendre demander des avis. Et on va finir par ici. Et j'ai vraiment apprécié vos différentes interventions, que ce soit dans le chat et même les explications. Bon, je pense que prochainement, je vais essayer d'être superficiel comme actuellement, d'expliquer simple, mais je pourrais envisager d'entrer un peu dans les détails aussi pour les élèves ingénieurs qui sont là. Mais voilà, on va rester toujours accessible à tout le monde parce que c'est de la vulgarisation. Hein. Donc, vous comprenez, si je voulais donner cet exemple à la fin parce que je ne voulais pas perdre mon audience dès le départ. J'ai gardé ça le meilleur pour la fin. Mais ce n'est pas un truc très compliqué. C'est par exemple la transformation de fruits. Donc, il y a plusieurs produits finis ici. On a le jus concentré, on a la pulpe et aussi même l'huile et les aliments pour animaux. C'est au fait, à partir des fruits, ils ont essayé. Bon, au fait, ce que j'ai mis ici, c'est une entreprise qui vend toutes ces machines. Donc, comprenez, ils donnent un peu comment on peut utiliser leurs machines. Donc, on vient ici imprimer gradient. C'est une séparation. Excusez-moi. C'est une séparation. C'est un primétrie au fait de fruits, parfois en fonction des tailles. Et par la suite, ici, on les lave. Voilà. Ici encore toujours. Ne soyez pas intimidés par les schémas. Suivez la flèche et le curseur et puis on va dire les choses. Vous allez voir que c'est très simple, même si parfois le schéma semble être très compliqué. Donc, on a les fruits qui sont là. On a fait un premier choix, au fait, en fonction des calibres. Après cela, on a lavé nos fruits.
on a sélectionné, et on les a fait passer, au fait. Ici, c'est juste, bon, le terme m'a échappé, mais c'est juste pour faire passer le fruit et sur lui. Et arrivé ici, on fait un deuxième choix encore. Mais il faut savoir que les premiers fruits qu'on a écartés ici sont des fruits qui ne sont pas aussi très bons, parfois pourris, en tout cas, ils ne sont pas très bons état. Donc, ces fruits-là, on les a fait entrer ici, on les a bien malaxés, mélangés, on l'a séché, on les a stockés. Si vous faites, on les a séchés, ce sont des fruits, des aliments pour animaux. Bon, si je dis qu'ils sont pourris, peut-être qu'ils ne sont pas si pourris que ça, parce qu'il faut savoir que la réglementation qui entoure, en fait, les aliments pour animaux est très sérieux aussi. Ce n'est pas un truc simple. Donc, si ce n'est pas de bonne qualité, si ça contient des micro-organismes, ça ne passera pas non plus ici. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a certains fruits qui sont écartés, qui eux n'utilisent pas, qu'on pourrait aussi transformer aussi en aliments pour animaux. C'est juste ça l'utilité de comprendre qu'on peut partir de fruits. Et le reste maintenant ici, par exemple, ils ont extrait le jus. Donc, ils ont choisi des fruits, ils ont mélangé. Mais pour extraire le jus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les écorces. Par exemple, supposons que c'est les oranges, ils ont enlevé les écorces. C'est les écorces-là ici qui ont été utilisées pour faire de l'huile. Donc, ils ont bien mélangé. Je ne sais pas si je n'ai pas envie d'entrer dans le détail d'extraction de l'huile, vu le temps aussi. Mais continuons. Donc, à partir de là, on va continuer ici. Ils vont venir et après l'extraction du jus et qu'on a enlevé les écorces, tous les restes qu'on a utilisés pour faire l'huile, il y a la pulpe. Dans le jus, il y a des fibres à l'intérieur, mais bon, sous forme de pulpe. C'est ces fibres-là qu'ils ont récupérées à côté. Mais même dans ces fibres-là, ils ont écarté certains types de fibres qui ne sont pas très convenables. Et le reste, ils ont bien séché, ils ont pasteurisé et gardé ici. Et ce genre de pulpe-là est très utilisé aussi parfois dans l'industrie de fromage. On ajoute des pulpes de plusieurs fruits pour parfois donner une certaine saveur au fromage. Donc, et ça veut dire que vous pouvez faire ça et vendre ça. Et les entreprises qui font du fromage pourront les acheter chez vous. Mais bon, il faut trouver des clients. Et de l'autre côté ici, vous avez le reste qui est clarifié. Quand le jus est bien clarifié, on a enlevé les fibres et tout ce qui est au-dessus, on le remplit. Bon, ici, c'est vraiment simplifié parce que, voilà, je pourrais parler d'ajout d'additifs qui permettent de maintenir la solution pour que les failles ne se séparent pas, ou bien d'ajout d'enzymes qui vont bien dégrader le reste des fibres restantes pour que la solution reste bien mélangée et homogène. Mais bon, autre part, la plupart des jus que vous achetez à la boutique ne sont pas vraiment des jus de fruits, mais ce sont des nectars. Le nectar, c'est le jus de fruits mélangé parfois à hauteur jusqu'à 25-50% d'eau. Et c'est rare de vous acheter. Je ne sais pas si j'ai vraiment il faut acheter le jus, parce que la plupart des fois, ce sont des nectars. Et puis, c'est écrit sur les emballages, même si vous dites que ce sont des jus. Et de l'autre côté, parfois, le jus qu'on récupère aussi, il peut subir une évaporation. J'avais prévu d'aborder ces concepts d'évaporateur, mais vu le temps qu'on a, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais c'est quelque chose de très simple. C'est vrai que quand on parle d'évaporation, la plupart des choses qui viennent à la tête, c'est tout simplement chauffer, et comme ça, la température va chauffer, et puis arrivé à 100 degrés, l'eau va commencer à s'évaporer, et on va concentrer le jus. Ça, c'est la méthode classique simple. Mais dans les industries aussi, quand on fait l'évaporation, on réduit la pression, bon, c'est un peu technique, on réduit la pression qui est dans les machines. Donc, à ce moment-là, ça va s'évaporer très, très vite. Et puis, on n'a pas besoin d'atteindre une certaine température très élevée. Ça nous permettra de conserver, en fait, la valeur nutritionnelle de l'aliment aussi. Et ça sera rapide. Donc, cette évaporation est faite ici pour concentrer le jus. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de jus concentré. Et en vrai, le vrai jus, il n'y a pas de sucre qui est ajouté dedans. Mais bon, comme je vous dis, c'est que nous, on achète fréquemment, c'est du nectar. Donc, parfois, c'est ce genre de jus qu'on prend et qu'on ajoute de l'eau dessus et qu'on ajoute aussi un peu de sucre et tous les additifs nécessaires.
Et c'est ce qu'on achète en général. Désormais, si vous partez acheter le jus, vous pouvez lire, vous pouvez voir, c'est écrit nectar parfois. Donc, pour aujourd'hui, je veux vous remercier de votre attention et aussi de vos différentes interventions déjà durant les échanges. Et peut-être qu'on va prendre juste une question et on va essayer de s'arrêter à 21h05. Et je vous demande de me pardonner pour le retard. 21h05, cette question? Merci pour vos retours, ça fait toujours plaisir. Yenda Yane, Yann, on t'écoute. Merci, Méo. Oui. Je pense que le type de fromage que tu cherches en tout temps, ça, c'est pas peut-être le fromage frais. Oui, c'est le mot, exactement. Bon, c'est ce que je voulais dire. Merci. Genre, si on ne presse pas le fromage, on l'appelle le fromage frais. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, vu l'air et le temps, on va dire merci pour votre présence. Et donc, c'est vrai que la thématique, c'était technologie de transformation et qualité alimentaire. Donc, la séance prochaine, on abordera la question qualité. Et en tout cas, j'espère et je pense plutôt entrer plus dans les détails. Mais la qualité n'est pas aussi technologique. On parlera pas de biochimie, de micro-organismes comme ça. Donc, c'est beaucoup plus un concept managérial. J'ai pas envie de perdre ceux qui ne sont pas biologistes, donc que tout le monde soit là. Et je pense que ce sera plus facile pour nous tous et qu'on pourra tous comprendre. Donc, on se dit à la séance prochaine, le mercredi. Et bonne soirée. Merci.